De retour dans Intégral Foot et je suis très ravi de l'accueillir une nouvelle fois, quasiment un an après. Luc Emal, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci beaucoup et bonne année. Je suis vraiment très ravi de vous avoir une seconde fois. Vous qui sillonnez l'Afrique depuis maintenant plusieurs années avec un palmarès exceptionnel, est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas? 58 ans, Luc Emal, entraîneur belge, diplômé Pro License, bien sûr. Papa de deux enfants, deux filles, une de 32 ans, une de 20 ans et grand-père, bien entendu, puisque d'un petit garçon qui s'appelle Diego, un prénom prometteur qui a 5 ans et qui est fantastique aussi. Sinon, pour le reste, comme vous l'avez dit, oui, depuis 2010, entraîneur professionnel sur le continent africain, en commençant par Vita Club au Congo, et puis le Gabon, Missile au Gabon, ensuite l'Algérie avec le MC Oran. Et puis après Oran, ça a été le Kenya avec l'AFC Léopard. Et ensuite, après le Kenya, laissez-moi voir, ah oui, ça a été le Rwanda avec Rayon Sport. Et puis après le Rwanda, ça a été boum, 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 la Tunisie avec la JS Kerouanaise. Ensuite, après la Tunisie, il y a un petit passage en Oman, puisque ensuite j'ai directement bifurqué sur Al-Merrek, Soudan, au Soudan, donc puisqu'il y avait la Ligue des Champions, etc. Et puis après Al-Merrek, c'était l'Afrique du Sud avec Polokwane City l'année dernière et Free Star cette année. On va dire 7 ans sur le continent africain avec 4 titres à la clé, 2 titres de champion et deux coupes. Deux coupes d'Afrique, une demi-finale de Ligue des Champions, un quart de finale de Ligue des Champions et un quart de finale de Coupe de Confédération, ce qui est équivalent à l'Europa League. Donc voilà un peu le palmarès, si on peut l'appeler ainsi. L'année dernière, je vous ai laissé à Polokwane. Pourquoi avoir quitté le club? J'avais un contrat de 2 ans pour le Kwane, mais une relation très très difficile, très compliquée avec le président, qui voulait tout le temps s'initier dans les sélections, etc. Chose que je ne puis tolérer. Je lui ai expliqué plusieurs fois que je ne pouvais pas tolérer cela et que même s'il est habitué à cela, avec moi, il ne pouvait pas le faire. Sinon, je me demandais pour quelle raison il m'avait signé. Donc, la simple solution que j'avais, c'était de lui dire, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous me remerciez. Et puis, il n'a rien trouvé mieux que de me dire, je veux des résultats. C'était après le premier match, ça, déjà. Donc, vous imaginez. Malheureusement pour lui, les résultats sont arrivés. Ou heureusement pour lui, j'en sais rien. J'ai amené le club à la 5e place, mais le monsieur était vraiment imbuvable, vraiment irrespectueux, jamais aucune félicitation, jamais aucun compliment, rien que de reproches non-stop. Et il faut savoir que l'année qui me précédait, le club avait terminé à la 14e place du championnat. Donc le club n'était jamais arrivé dans le top 8 et encore moins dans le top 5, ce qui m'a amené à démissionner parce que j'en avais marre de son attitude. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? 2 jours après, un autre club, j'avais signé à Bloemfontein Celtic, un autre club me voulait et déjà Free Star me voulait l'an dernier à ce moment-là. Malheureusement, lui, il a fait marcher ses relations et il m'a obligé à retourner, m'a convoqué devant la Ligue et j'ai été obligé de retourner à Polokwane. Et là, vraiment, il m'a mis dans des conditions déplorables. Je n'avais plus d'appartement, je n'avais plus de voiture. Je devais me débrouiller tout par moi-même, puisque c'était l'ordre de la PSL, donc de la Ligue. Ce que j'ai fait, le club a terminé finalement en 6e. Mais vous comprenez bien qu'à ce tarif-là, c'était impossible de continuer à travailler avec lui. J'ai essayé de trouver un arrangement à l'amiable, puisqu'il me restait 1 an de contrat. Impossible également. Le monsieur est très très riche, il a 22 voitures dont des Porsche, des Maserati, des Ferrari et Range Rover, des Mercedes, 10 maisons et 2 fermes, je ne sais pas combien d'hectares il y a, c'est abominable, mais il a vraiment voulu me bloquer parce que plusieurs clubs comme Supersport, Kaizer Chiefs, Platinum Star, Free Star, Cape Town City me voulaient. Et malheureusement, le monsieur a tout fait pour me bloquer. Donc j'ai dû, par voie interposée par avocat, finalement trouver un arrangement, mais ce fut relativement tard. L'arrangement final a eu lieu, on va dire, mi-juillet. Donc à ce moment-là, toutes les équipes avaient déjà repris les entraînements. J'étais libre pour partir gratuitement à l'étranger, mais pour l'Afrique du Sud, je devais
lui rendre 1 600 000 rennes, ce qui correspond quand même à une somme assez importante, au-dessus des 100 000 euros. C'est ce qui est arrivé, j'ai signé cet accord-là. Et donc, je lui rends mensuellement plus ou moins 2 000 euros, quoi, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est compris dans mon nouveau contrat. Donc voilà. Et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté Polokwane. C'est difficile de travailler dans de telles conditions. Et vous voyez maintenant, Polokwane est 11e, je crois, ou 12e. Et nous sommes 5e. Et nous avons été 2e, nous sommes 5e à 2 points du premier. 2 points de la seconde place, pardon. Et quand j'ai repris l'équipe ici de Free State Stars après 2 matchs de championnat, elle était dernière. Donc voilà un peu les challenges. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le projet de Free State? Mais je connaissais bien les dirigeants de Free State Stars, des gens très ouverts et pas un mur auquel je devais faire face à Polokwane. Et en effet, malgré que un entraîneur français qui est passé m'a déconseillé de venir, je ne vais pas citer son nom, et un entraîneur italien aussi. Moi, j'ai trouvé des personnes tout à fait différentes de ce qu'on m'a décrit devant moi. Des personnes très ouvertes, des personnes me laissant travailler, ne s'immisçant jamais dans mon travail, étant à l'écoute au niveau des transferts, au niveau des recommandations et des conseils concernant l'amélioration des infrastructures. Donc, je trouve que c'est top. Même si c'est un petit club d'Afrique du Sud, de première division d'Afrique du Sud, c'est top, quoi. Donc, ils me laissent bosser. Et bien sûr, ils sont très contents puisque les résultats sont là aussi. Donc, c'est très agréable de travailler dans de telles conditions. Et vous savez, vous pouvez amener n'importe quel entraîneur. Si les joueurs n'ont pas envie de répondre positivement, vous êtes, comme on dit, un peu dans le caca, si on peut parler employer cette expression, hein, vous êtes un peu dans la mouise. Et bon, voilà, les joueurs ont répondu très positivement, très rapidement, ce qui fait que les résultats se sont enchaînés. Excusez-moi, j'ai une question. Tout d'abord, bonjour Luc, bonne année. Bonjour, oui. Alors, j'ai une question à vous poser d'un ami à moi qui est un Congolais. Et en fait, il voulait savoir quelles étaient les différences entre les genres de niveau entre le championnat congolais avec Vita Club, le championnat gabonais avec Missile et les championnats un peu plus asiatiques comme à Oman où vous êtes passé et au Soudan. Quelles étaient les différences de niveau pour vous? Je vais comparer un peu le championnat du Soudan au championnat de la RDC, dans la mesure où il y a les grosses équipes, Al Hilal Nouram, vous avez Al Merrek bien entendu, et vous avez c'était comment Khartoum, Al Ahly Khartoum, qui sont les 3 grosses équipes. Comme vous avez en RDC, TP Mazembe, Vita Club, et vous avez des CMP, et puis vous avez les autres. Il est impossible, vraiment, non, rien n'est impossible, mais bon, allez, je veux dire, il y a 98% de chances sur 100 que dans ces championnats-là, un club du top 3, comme on va dire, on va parler des 3 gros clubs, puisse être battu par une équipe comme Free State Stars, qui est du fond du classement, par exemple. Donc, il y a trop de choses qui se passent en dehors du terrain pour que ça puisse arriver. Donc, on va dire que quand les grands clubs dans ces championnats-là jouent entre eux, c'est d'un haut niveau, c'est d'un très bon niveau. La preuve, Amérique a fait demi-finale de Ligue des Champions. La preuve, j'ai amené Amérique à 2e place du classement africain lorsque j'y étais. Je crois qu'ils sont 5e, 6e maintenant, 7e, je sais pas. Donc voilà. Et vous avez vu que Vita Club et Mazembe sont très souvent classés dans les 5 premiers aussi, ce qui est fantastique. Donc ça témoigne de la force de ces équipes. Mais en dehors de ces 3-4 équipes-là, le championnat, il y a un trou, quoi, vous voyez, dans le championnat. Le championnat gabonais est d'un niveau inférieur. Même vous avez Missile qui a été champion lorsque j'y étais, mais qui depuis n'a jamais pu arriver à ce niveau. C'est souvent Mangasport, Mounana qui sont là-bas, donc 3 grosses équipes. Et puis voilà, il y a encore le trou et le niveau, ça joue beaucoup plus lentement, etc. Je vais dire que Mazembe peut jouer en première ligue en France, en première ligue en Belgique, Vita Club, etc. aussi. Et Al Merrek aussi, Al Hilal aussi, mais pas au Gabon, par exemple. Ça ne peut pas jouer en première division, c'est impossible. Ça doit jouer en 2e division française, en 2e division belge. Oman, c'est un niveau encore inférieur. Ça vaut une division 3 en France. Et puis, on va continuer le tour, hein. On va parler Rwanda, ça vaut D2, D3, D2 françaises, D3. Je parle des gros clubs comme APR et Rayon Sport et Kigali.
D2 française, oui. Moyen tableau, si on peut dire comme cela, moyen classement. Et puis vous avez la Tunisie, ben là aussi vous avez des grosses équipes, hein, Sfax, l'Espérance de Tunis, Étoile du Sahel, clubs africains qui peuvent jouer le haut du panier et qui pourraient jouer en première division en France. Et quand vous avez des joueurs comme Ferjani Sassi ou Ben Youssef qui sont venus à Metz et n'ont pas réussi vraiment à s'imposer en première division et qui sont retournés à l'Espérance de Tunis et gagnent beaucoup plus d'argent encore là-bas, on se pose des questions quand même. Vous voyez, le championnat n'est pas équilibré. Et ça, c'est la différence par rapport ici à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le meilleur championnat africain avec l'Égypte pour moi, au niveau de la qualité, au niveau du niveau compact de la Ligue, où tout le monde peut battre tout le monde. Et on voit cette année comment le championnat est serré d'ailleurs. Et au point de vue des infrastructures, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? L'Afrique du Sud, il y a la Coupe du Monde en 2010, donc on joue dans des super stades. Notre stade à nous est un vieux stade, mais la pelouse est top. On dirait un stade de Championship en Angleterre. Sinon, si vous allez jouer à Polokwane dans le grand stade, Baroka, c'est le même stade. Vous allez jouer à Pirates, vous allez jouer à Cape Town, vous allez jouer à Durban, vous allez jouer à Johannesburg, à Chiefs. C'est des stades extraordinaires, hein, c'est des stades entre 50 000 et 80 000 places, donc c'est fantastique, c'est tout moderne, avec des loges, avec tout, c'est top. Bon, voilà, nous autres, c'est 10 15 000 places, mais les stades ne sont pleins que dans les gros matchs. Si vous allez à Sundowns aussi, c'est un stade de 25 30 000. S'ils jouent dans leur stade normal et Super Sport, s'ils vont dans le magnifique stade de rugby qu'ils utilisent aussi pour le football, alors là, c'est fantastique, c'est 50 60 000 places. C'est super moderne aussi, donc voilà. Non, je crois que l'Afrique du Sud est top au niveau infrastructure. C'est le pays le plus proche de l'Europe, on va dire, au niveau des infrastructures. Hein. Et d'ailleurs, au niveau broadcasting, on va dire, au niveau des émissions, ben, ça ressemble très fort aux émissions de la Première Ligue en Angleterre, hein, avec la caméra qui arrive dans le bus, etc. Puis vous suivez dans les couloirs, les vestiaires, les interviews avant le match, après le match, les émissions le lundi, l'émission le mardi, l'émission le jeudi, et puis ça recommence le samedi ou le vendredi. Donc voilà. Oui, non, c'est top, c'est top. Pour ça, c'est vraiment top, oui. D'accord. Et vous avez connu au Vita Club, vous avez connu l'époque des Firmin Moubélé, vous avez connu tous ces joueurs-là. Non. Il y avait Chikentella qui est parti depuis lors au Congo-Brazzaville. Il y avait Ibunga, l'équipe nationale. Il y avait Issama Mpeko qui joue, je crois qu'il est retourné à Mazembe. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, attends, laisse-moi un peu voir. Pambani qui joue toujours là-bas. Il y avait, le gardien est toujours là, le gardien camerounais Lukong. Il joue toujours. Sinon, pour le reste, ça a changé quand même beaucoup. Hein. L'équipe a quand même beaucoup changé à l'époque. Hein. Donc voilà. D'accord. Et si vous devez choisir un seul club, lequel vous avez le plus marqué entre un seul pays dans les clubs où vous avez été passé en Afrique, lequel vous a le plus marqué émotionnellement parlant? La plus grosse expérience, le plus gros choc, vous savez, quand vous entraînez en Division 2 en Belgique, où vous avez, on va dire, 200 personnes à l'entraînement maximum et allez, on va dire 5000 personnes maximum au match. Et puis vous arrivez à Vita Club au Congo dans un stade maman, je crois que le stade il fait un petit 85-90 000 personnes, 90 000, et vous arrivez à l'entraînement, en premier entraînement, il y a 30-35 000 personnes, comme on peut le voir sur mon mur Facebook. C'est la folie, c'est impressionnant. Hein. Vous avez 40 joueurs congolais qui sont là, qui ne parlent pas tous le français, certains ne parlent que le lingala. Vous avez que 30 ballons et les supporters qui réagissent comme lors d'un match, quoi. Donc c'est fantastique, c'est impressionnant. Vous savez, je suis pas gêné de dire que mon premier entraînement, j'avais un ballon dans le ventre tellement c'était impressionnant. Puis le premier match, j'ai coaché devant 60-65 000 personnes. Il faut savoir résister à ça. Puis après, c'est monté à 80 000, 100 000 contre le DCMP, 100 000 contre Mazembe, des gens sur les toits, des gens sur les poteaux électriques. Et puis, à chaque fois, comme vous le savez, si vous suivez un peu le football africain, il y a des gens qui perdent malheureusement la vie, où il y a des conflits entre les supporters. Il y a une pression énorme au Congo. Hein. C'est un peu comme au Soudan. Les stades sont moins grands, il y a 50 000 places, mais c'est un entraînement devant 10 000 personnes, c'est une pression. Hein. Là, il y a la pression, les gens ils rigolent pas. Hein.
C'est-à-dire que si tu fais pas des résultats, ils vont pas jeter une bouteille en plastique. Ce sont des cailloux, ce sont les sièges, parce que les gens se privent de manger pour venir au football. Donc le football est une religion. Hein. Il faut savoir qu'au Congo, c'est un peu comme au Soudan, quoi, où tu es riche ou tu es pauvre. La classe moyenne n'existe pas. Donc oui, c'est un peu impressionnant. Lorsque nous avons fait match nul à Mazembe, il faut savoir que nous étions à Lubumbashi, ils ont brûlé le bus, ils ont cassé toutes les vitres, on a dû courir parce que les gens ont envahi le terrain. On est resté 3 heures enfermés dans les vestiaires, hein. On pleurait. Hein. Moi, je croyais que je ne verrais jamais plus mes enfants. Donc voilà, c'est... Puis quand tu prends l'avion et que tu as réussi à prendre l'avion et que tu arrives à Kinshasa, tu as des milliers de supporters qui t'accueillent. Tu passes de l'enfer au paradis, quoi. C'est la folie, quoi. Et c'est l'Afrique, quoi. C'est le charme de l'Afrique, hein, d'un côté. Mais je crois que Congo, Soudan, ce sont les 2 pays où il y a le plus de pression. Que j'ai connu, bien entendu. Tunisie, il y a un peu de pression, mais vous savez, depuis la Révolution, les supporters, on peut plus remplir les stades au maximum, c'est moitié du stade ou un tiers du stade maximum, donc voilà. Et puis, pour le reste, oui, en Algérie, il y a aussi beaucoup de pression, mais je ne suis pas resté très longtemps. Aussi, souvent un peu de violence, malheureusement, comme la mort des Boués, etc. Le joueur camerounais qui était à JS Kabylie il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi. Ce sont des choses dommages qui arrivent, bien tristes qui arrivent. En Afrique du Sud, il n'y a pas cette pression. Ils disent dans les grands clubs, à Pirates, à Chiefs, à Sundowns, qu'il y a beaucoup de pression parce que les gens veulent des résultats, mais les gens sont quand même relativement éduqués. Hein. Oui, de temps en temps, ils se fâchent, de temps en temps, ils jettent des bouteilles en plastique, mais bon, c'est quoi? C'est rien. Hein. Donc, voilà, quand vous avez connu le Congo et que vous avez connu le Soudan, c'est rien du tout. Hein. Quel est le pire pays entre tous ces pays-là, selon vous, que vous avez regretté d'y aller, d'être allé là-bas? Non, j'ai regretté nulle part. J'ai regretté nulle part parce que je crois que chaque pays a ses charmes. Et il ne faut pas cracher dans la soupe, je pense aussi. Donc, chaque pays m'a apporté quelque chose, découvert différentes cultures, s'adapter à différents types de joueurs. Le football est le même, hein, le langage footballistique est le même dans tous les pays, mais ce sont les joueurs et les gens du comité et qui sont différents, donc il faut faire face, il faut pouvoir s'adapter. Et je crois que c'est une richesse pour un être humain de s'adapter à différentes cultures. Donc voilà. On sait qu'en Afrique, la politique n'est jamais très loin du sportif. Avez-vous déjà vécu ou subi des interventions politiques dans l'exercice de vos fonctions? Non, jamais. Je n'ai jamais eu le cas. Des présidents qui essayent de s'immiscer dans la composition de l'équipe, oui, mais pas des interventions politiques, non. Alors, j'ai une question à vous poser, Luc. Alors, vous qui travaillez en Afrique du Sud, un pays qui est malheureusement connu pour l'apartheid et tous ses soucis politiques, est-ce que vous avez déjà eu, par exemple, des soucis avec le racisme qu'il y a en Afrique du Sud? Le racisme existe toujours et il faut le reconnaître. Maintenant, la vie n'est pas dangereuse du tout. Maintenant, je ne vais pas me tourner au milieu de la nuit dans les quartiers où je ne dois pas. Mais bon, ça existe en France, ça existe partout dans le monde. Ça existe en Belgique aussi, bien entendu. Ça existe même dans ma ville, à Liège. Il y a des endroits qui ne sont pas fréquentables à certaines heures de la nuit. Donc, enfin, sont dangereuses. Pour le reste, j'ai trouvé des gens très accueillants. Mais c'est vrai que vous sentez qu'il y a des zestes d'apartheid. Et que c'est vrai que le football est plus le sport pour la population noire ou métisse que pour les blancs. Il y a moins de joueurs blancs, bien entendu. C'est un peu malheureux parce que tout le monde regarde le football en Europe et bon, voilà. Ici, en Afrique du Sud, le sport, on va dire, phare des blancs, des Sud-Africains blancs spécialement, c'est le rugby. Et sinon, vous avez le cricket. Et puis, on va dire en numéro 3, le football. J'ai pas dit qu'il y avait jamais des blancs qui venaient au foot. Il y a des supporters blancs, il y a même des supporters français, il y a même des supporters belges qui sont ici, à Bethléem, donc dans la ville de Free-Sesta. C'est fantastique, mais bon, ce n'est pas la majorité. La majorité des spectateurs sont noirs. Moi, je n'ai pas de problème avec spécialement le comportement des fans.
temps en temps, l'arbitrage, tu vois que quand tu fais une remarque à un arbitre, ben, il va plus répondre à ton adjoint, parfois, que à toi. Mais bon, ça va, il faut faire avec et c'est tout, quoi. Maintenant, il y a des arbitres blancs ici aussi. Donc, voilà. Je voulais vous poser une question. Je voulais savoir, est-ce que vous étiez un des seuls entraîneurs étrangers belges? Est-ce que vous avez pu trouver des entraîneurs belges de vos compatriotes en Afrique du Sud? J'ai amené un entraîneur belge, oui, Jean-François Lochuto, qui m'avait succédé au Rwanda et qui était avant au Togo et puis qui était au Burkina Faso et qui après le Burkina Faso a été assistant de Sunday au lycée au Nigeria de l'équipe nationale. Je l'ai amené en 2e division à Black Leopard. L'année où j'étais à Polokwane, c'est dans la même ville. Enfin, il s'entraîne dans la même ville, il joue autre part à Toyando, mais bon, il s'entraîne dans la même ville. D'ailleurs, le terrain annexe au mien, on y était, où on s'entraînait, pardon. Et puis, il est là-bas, il a repris l'équipe, je crois qu'elle était 12e, et il l'a amené 2e. Il a fait le tour final, malheureusement, il a raté la montée, le dernier match du tour final. Il a été viré en cours de saison maintenant, et puis directement. Après, il a retrouvé un club près de Durban, à Richards Bay. Avait succédé à Black Leopard, à Jean-François, un autre entraîneur belge, Yvan Manhart, que je ne connais pas personnellement, j'ai juste parlé une fois avec, et, qui était aussi passé par Rayon Sport au Rwanda, et qui était aussi passé par la FC Leopard au Kenya, mais dont les résultats étaient plus que moyens. Donc, il est resté que 4 matchs, je pense. Sinon, ici, il y a Stuart Baxter, hein, qui est écossais, enfin qui est anglais, pardon, et qui vit en Suède et qui vit en Afrique du Sud, qui est entraîneur de l'équipe nationale. Vous savez, il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont passés par ici. Actuellement, il y a le Serbe Micho, l'ancien entraîneur de l'Ouganda, qui est pris Orlando Pirates. Vous avez un autre Serbe qui est à Bloemfontein Celtic, qui est Vesezovic, je ne sais plus bien le nom. Sinon, oui, je suis le seul représentant francophone, on va dire. Mais sinon, il y a déjà eu Denis Lavagne qui est venu en Afrique du Sud, il y a déjà eu Tom Saint-Fleet qui est venu en Afrique du Sud, il y a eu l'Italien Solinas qui est venu en Afrique du Sud. Bon, il y a eu plusieurs entraîneurs, j'en oublie beaucoup, certainement, il y a eu des Brésiliens, etc. Donc voilà. Mais actuellement, nous sommes, je crois qu'il y a, en première ligue, il y a l'entraîneur de Bloemfontein Celtic, l'entraîneur d'Orlando Pirates, et moi-même qui sommes étrangers. Pour le reste, c'est tous des Sud-Africains, noirs ou blancs. En 2e division, il y a aussi quelques entraîneurs étrangers. Donc voilà. D'accord. Alors Luc, comme vous avez dit en début d'émission que vous êtes de Liège, que vous avez connu Liège, je voulais savoir aussi un petit peu votre regard sur le Standard de Liège, parce que le Standard de Liège est en train de doucement s'enliser dans le ventre mou du championnat belge. Et je sais qu'une forte communauté belge, je trouve que c'est regrettable de voir le championnat belge comme il évolue avec l'hégémonie de Bruges, avec la puissance financière de Anderlecht qui se développe de petit à petit, et le retrait progressif, mais sûrement du Standard par rapport aux équipes comme Genk ou la Gantoise qui sont moins à l'aise financièrement. Je voulais savoir votre sentiment. Personnellement, mon dossier y était début de saison. Il y a eu rendez-vous avec la direction et ils ont pris Sapinto. Parce que c'est un ancien joueur du Standard de Liège et c'est un peu la philosophie, comme en France, on prend souvent des anciens joueurs qui ont joué dans le club ou qui ont évolué en Ligue 1 dans le pays. Si on avait si tous les pays feraient comme ça, ben, je pense que Hervé Renard n'aurait jamais champion d'Afrique, qu'il y a d'autres garçons que je connais comme Gomez n'aurait jamais été en demi-finale de Ligue des Champions avec Cotton Sport, puis il avait fait du bon travail en Algérie, maintenant je ne sais pas où il est parti. Vous avez aussi Sébastien de Sabre qui est le sélectionneur de l'Ouganda. Moi, j'avais refusé le poste cette année, et qui était Ismaili, qui a fait du super travail et qui était auparavant à la SEC Mimosa, Content Sport, etc., et qui est passé par la Tunisie brièvement. Donc voilà, si c'était le cas, ces gens-là n'auraient jamais eu leur chance, et José Mourinho n'aurait jamais été un grand entraîneur, parce qu'il n'a jamais joué nulle part. Donc je trouve cela un peu dommage.
si on prend par exemple le CV de Sapinto et si on compare à mon CV, il n'y a pas photo, quoi. Mais il y a beaucoup, je peux comparer mon CV à beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1 en Belgique. Hein. Ils n'ont pas mes titres. Hein. Ils n'ont pas mes titres. Donc voilà. Mais maintenant, bon, on dit souvent que nul n'est prophète dans son pays. Le Standard de Liège a fait beaucoup de mauvais choix sur ces dernières années. Je pense depuis le départ de Michel Prudhomme et de Luciano Donofrio et de Dominique Donofrio, que vous avez connu à Metz aussi. Je crois que le Standard, depuis lors, s'est beaucoup planté. Avec ces deux entraîneurs-là, ben, ils ont été champions et deuxième et champions. Donc, ils ont été fait aussi la Ligue des champions, etc. Mais bon, depuis lors, le Standard est en baisse de régime. Et je pense il y a eu changement au niveau de la direction déjà 2 fois. Et, oui, c'est dommage parce que c'est un club très populaire. On peut comparer le Standard à Marseille. Hein. Vous savez, il appartenait avec M. Dreyfus, avait des parts au Standard de Liège avant. Donc voilà. Et on peut, l'Académie, c'est toujours l'Académie. Maintenant, ils ont peut-être changé de nom, mais sinon à l'époque, c'est l'Académie Louis Dreyfus. Donc c'est un club très populaire comme Marseille et qui devrait pouvoir rebondir comme l'a fait cette année Marseille en Ligue 1 en France. Mais pour ça, il faudrait quand même que la direction fasse d'autres choix au niveau des entraîneurs, peut-être aussi au niveau des joueurs, je ne sais pas. Mais non pas une mauvaise équipe hein, du tout. Mais bon, voilà. Personnellement, c'est pas que j'ai jamais eu ma chance en Belgique. On m'a déjà proposé Saint-Tron, on m'a déjà proposé Eupen, on m'a déjà proposé Sandeveren, on m'a déjà proposé à l'époque Westerlo, qui est en Ligue 2 maintenant. Mais bon, le challenge ne m'intéressait pas, ou Moucron, le challenge ne m'intéressait pas, ou le côté des financiers ne me convenait pas. Donc voilà, si je retourne un jour en Ligue 1 en Belgique, j'aimerais bien pouvoir prouver aussi mes qualités en Ligue 1 en Belgique, même si je n'en fais pas une fixation. Et Liégeois, ben, c'est certain, j'aimerais bien entraîner un jour le Standard de Liège. Et souvent mon nom est cité par plein de fans. Mais bon, voilà. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Si ça arrive, ben, tant mieux. Et bon, j'espère répondre au présent quand ça arrivera. Et pour le reste, voilà, moi je suis heureux, c'est un peu loin de ma famille. Ma femme fait des voyages aller-retour, mais c'est pas toujours facile de rester seul, et mes enfants aussi, et mon petit-fils. Mais pour le reste, c'est sûr que ce serait bien mieux d'être près de chez soi. Mais comme je l'ai dit précédemment, souvent, nul n'est prophète en son pays, et je ne suis pas le seul. Il y a plein d'entraîneurs de toutes les nationalités qui sillonnent le monde entier. Donc voilà, un peu comme les joueurs. Et bon, c'est revenir encore au Standard. Ils ont une très bonne pépinière de jeunes talents qui n'est pas assez utilisée à mon avis. Et bon, il y a eu plein de mauvais choix qui ont été faits au niveau de la direction et au niveau du coaching, etc. depuis le départ de Donofrio et de Michel Prudhomme. D'accord. Alors, comme j'ai une question à vous poser, c'est par rapport à l'Afrique du Sud. Est-ce que, mis à part la Première Ligue, est-ce que vous pouvez nous citer quelques championnats qui sont suivis en masse par le public sud-africain, car on sait que l'Afrique du Sud est un public avide de foot, un futur grand comme un marché européen où les clubs viennent faire leur préparation, notamment les clubs anglais. Je voulais savoir quels étaient les championnats les plus suivis en Afrique du Sud. Est-ce qu'on suit la Ligue 1 avec Neymar ou c'est par rapport ou d'autres championnats? Je pense moins parce que déjà ici sur le décodeur sud-africain, je ne vais pas donner le nom, on ne sait pas voir ces chaînes-là. Moi j'ai pris mon IPTV de Belgique où j'ai toutes les chaînes françaises et toutes les chaînes espagnoles, italiennes, anglaises, américaines, enfin toutes les chaînes du monde. Mais j'ai pas, sur des IPTV là, je n'ai pas les chaînes de l'Afrique du Sud. Non, sinon ici, ben, en premier lieu, c'est la Première Ligue qui est suivie. Hein, en Angleterre, ça c'est retransmis en direct. Et puis où c'est retransmis aussi en direct, souvent très souvent c'est le championnat espagnol. Donc voilà. De temps en temps, ça arrive. Un grand match du championnat français, de temps en temps un grand match du championnat belge. Mais c'est très rare. Par contre, la Ligue des Champions est transmise, c'est un fait évident. Donc voilà. D'accord. Alors, j'ai une question à vous poser, Luc. Vous êtes connu pour être quelqu'un de formateur et je voulais savoir quel était le plus grand joueur que vous avez connu, parce que je sais que vous êtes à la base des Diables Rouges, et je voulais savoir quel était le plus grand joueur, le plus grand talent en termes de talent pur que vous avez connu. Bah, je vais pas
dire, le plus grand talent pur. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir être un des entraîneurs, participer à l'éclosion, enfin, être un des entraîneurs d'Eden Hazard dans les centres de perfectionnement. J'ai pu aussi coacher Christian Benteke. J'ai pu coacher aussi Marwan Fellaini. J'ai pu coacher aussi Guillaume Gillet, que vous avez connu en France, hein, à Nantes et à Bastia. Et attends un peu, j'en oublie, Axel Witsel aussi, bien entendu. Donc voilà, les garçons que j'ai coachés qui sont dans l'équipe nationale belge. Donc je n'ai jamais eu Batshuayi, je n'ai jamais eu Lukaku. Donc voilà, il y a quand même des joueurs aussi. Il y avait Logan Bailly qui n'a jamais joué en France, qui joue maintenant au Moucron, qui avait joué au Borussia Mönchengladbach et au Celtic de Glasgow, comme gardien de but, que j'ai eu aussi la chance de coacher. Donc voilà. Dans les équipes de jeunes, hein, j'ai pas été le seul. Donc voilà, une petite pierre à leur grand édifice. Mais ce sont des gens très respectueux, donc voilà. Eden, je n'ai jamais eu dans les catégories de jeunes, mais dans les centres de perfectionnement, oui. Et quelles sont les chances, d'après vous? Vous avez nommé quasiment plusieurs joueurs aujourd'hui qui sont des cadres dans leur club. Quelles sont les chances de la Belgique pendant la Coupe du Monde? On sait qu'ils sont avec le Panama, la Tunisie et l'Angleterre. Est-ce que déjà vous les voyez sortir de la phase des groupes? Enfin, c'est peut-être une question quand. Mais, ouais, mais où est-ce qu'ils peuvent aller? Est-ce qu'ils peuvent atteindre la finale, les demi-finales? Écoutez, ils ont participé à un quart de finale de l'Euro. Malheureusement, ça, c'était très décevant. Quart de finale de la Coupe du Monde avec M. Wilmots, battu par l'Argentine. Bon, là-bas, bon, on peut encore dire, même s'il n'avait pas fait un grand match, c'était une grosse tuile sur la tête de tout le monde. Mais pour le reste... je pense qu'ils vont en quart de finale. Maintenant, s'ils peuvent aller plus haut, bah, tant mieux. J'espère que Martinez va faire un grand coaching et qu'il va faire une très bonne sélection de joueurs. Et maintenant, le talent pur, ils l'ont. Hein. Ils jouent tous dans des grands clubs étrangers. Donc voilà, maintenant, vous savez, dans un tournoi, pour avoir parlé avec 2-3 sélectionneurs nationaux, c'est assez spécial un tournoi. Hein. Il ne faut pas que les joueurs aient tous le même niveau. Il faut que les joueurs soient conscients qui peuvent être dans les 11, mais il y en a d'autres qui doivent être conscients, qui sont là vraiment comme réservistes. Il ne faut pas qu'ils soient là pour mettre la zizanie dans le groupe et qu'ils acceptent le statut de réserviste et qu'ils soient également prêts à tout donner en cas de blessure, en cas de remplacement. Donc, c'est un paramètre assez complexe sur un tournoi parce que ça fait... vous vivez ensemble un mois et demi avec la préparation, donc c'est un peu long. Et il faut certainement pouvoir dominer tous les égos ou rassembler tous les égos ou en tout cas pouvoir vraiment, comme on l'a dit, faire avec tout le monde, avec toutes les différentes personnalités qui sont présentes. Mais je pense que la Belgique a le talent pour aller au-delà des quarts de finale. Maintenant, il y a aussi la chance, les blessures, on ne sait pas qui va être blessé au mois de juin. Voilà, donc maintenant, je ne suis pas sélectionneur de l'équipe nationale belge. M. Martinez a fait ses preuves en Angleterre. Comme sélectionneur national, pas encore, mais bon, on verra. Et voilà, c'est comme la France, vous avez les qualités pour aller au-delà des quarts de finale, mais bon, il faut un peu de chance, il faut un peu de réussite, et voilà. Mais il y a plein d'équipes talentueuses, hein, donc... Et en ce qui concerne les équipes africaines, vous voyez pas la Tunisie, par exemple, créer la surprise ou pas du tout? Non, je ne vois pas la Tunisie, mais on peut toujours être surpris. Vous misez sur la Tunisie, vous misez plus sur la Tunisie au niveau africain. Ouais, moi, c'est pas objectif vu que je suis tunisien, donc. Non, mais bon, je crois que Bouloul a fait du bon travail déjà. Il les a qualifiés pour la Coupe du Monde, c'est déjà très très bien. Ouais. Il y a aussi des joueurs talentueux en Tunisie. Maintenant, il y a cette histoire de longévité sur le tournoi et de vivre ensemble et d'ego. Et bon, comme tu es tunisien, tu sais très bien que certains ont des caractères très spéciaux. Et bon, ben voilà, maintenant ils ont un entraîneur tunisien qui a remporté pas mal de titres. Et bon, voilà, moi je leur souhaite d'aller loin. Bon, voilà, maintenant
Le problème aussi, voilà, maintenant Abdenour qui est à Marseille, Abdenour, hein, je pense, hein, avec un peu à Monaco s'imposer, les parties en Espagne n'a pas réussi à s'imposer, là il est revenu en France, donc oui, si je prends Ferjani Sassi, il n'a pas réussi, là, comme je dis, Ben Youssef, la même chose. Vous avez Wabi Kazri. Kazri est parti en Angleterre, c'est ça? Non, il est retourné. Il est à Rennes, en Ligue 1. À Rennes, il est revenu à Rennes, oui. Ouais. Il était parti en Angleterre. Hein. Oui, ouais. Kazri s'était imposé à Bordeaux, lui. Par contre, sinon, bon, voilà, vous savez, il n'y a rien à faire. L'expérience européenne pour les joueurs africains, très, très important. Hein, très important. Je pense que peut-être le Nigérien, hein, ouais. Voilà, il faut voir. Pas mal de joueurs qui jouent, même si l'équipe est un peu vieillissante, pas mal de joueurs. Vous avez Gernot Rohr, qui est un entraîneur français, qui a fait du bon travail au Gabon. Et ils avaient emmené en quart de finale de la CAN lorsque j'étais là-bas en 2012. Et qui a réussi à qualifier le Nigérien. C'est aussi très bien. Et non, voilà, c'est bien faire. Bonne figure, ils ont comme des joueurs qui jouent en Angleterre, partout, donc en Allemagne, etc. En France, je ne sais pas si le gardien est revenu et s'est remis à disposition de l'équipe nationale. Je crois que Gernot l'a rappelé. Hein, ouais. Il est quand même un très très bon gardien. Et voilà. Dites-moi, Luc, vous êtes à la fois des deux cultures, à la fois européenne et un peu africaine, si on peut le dire. Je voulais avoir votre sentiment sur les polémiques à propos des binationaux qui choisissent des fois leur pays d'origine ou parfois leur pays d'accueil. Je voulais avoir votre sentiment. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas les limiter ou faire une réglementation beaucoup plus simple, qu'il y ait moins de problèmes entre toutes ces équipes nationales, entre le conflit entre Européens et... Oui, pour moi, je crois qu'il faut faire une réglementation simple et que le joueur il doit pouvoir choisir son pays. Hein. S'il a le papa qui est tunisien, la maman française, s'il a envie de jouer pour la Tunisie, il faut laisser jouer pour la Tunisie. S'il a envie de jouer pour la France, il a envie de jouer pour la France. Maintenant, pour moi, à partir d'un certain âge, je dirais après 18 ans, 19 ans, il fait son choix définitif. Quoi. Donc voilà. Pas se dire, ah oui, je joue pas en France, dans l'équipe nationale, j'ai aucune chance, je vais retourner en Tunisie ou je vais retourner au Sierra Leone. Là, je vais jouer. Bon, voilà, c'est... maintenant, ça ne se limite pas aux Tunisiens. Hein. Il y en a beaucoup des Algériens, il y en a beaucoup un peu toute une nationalité. Donc voilà, je pense qu'il faut laisser le choix aux joueurs, mais bon, on ne peut pas chaque fois passer d'un côté à l'autre. Tu fais le choix. Ok, quand tu es jeune, tu es peut-être un peu instable, sous l'influence de tes parents. Une fois que tu deviens majeur, je pense que tu vas pouvoir prendre ta décision définitive. Très bien. Et je voulais savoir les différences de niveau entre les équipes dites maghrébines, parce qu'on d'Europe, on a l'impression que les équipes maghrébines ont 2 paliers au-dessus, avec notamment l'émergence des centres de formation égyptiens, tunisiens, qui sont supérieurs aux équipes d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela, à ces gens qui disent à ce public? Vous savez, en Tunisie, Sfax a une bonne école de jeunes, l'Espérance de Tunis a une bonne école de jeunes, l'Étoile du Sahel, c'est moyen. Et puis, avant, Kéroua a été réputé pour avoir une très grande école de jeunes, mais il n'y en a plus, c'est très pauvre. Donc voilà, on n'en parle pas des autres clubs de première division. Hein. Club africain, il n'y a pas d'école de jeunes, donc voilà, malgré les infrastructures. Maintenant, parfois, si vous allez au Nigeria, ou si vous allez au Ghana, ou là-bas, ou en Côte d'Ivoire, des fois, dans certains clubs, les académies sont meilleures qu'en Tunisie. Hein. Maintenant, en Algérie, moi j'étais en Algérie, j'ai pas vu des top écoles de jeunes non plus. Hein. Donc, voilà, peut-être au Maroc maintenant, oui, au Maroc est en train d'émerger un peu, hein, là aussi. Et maintenant, là ça s'améliore beaucoup, ça s'améliore aussi au niveau des infrastructures. Souvent en Algérie, par exemple, je ne sais pas combien de clubs en première ligue jouent sur des terrains synthétiques. Et c'est
pas toujours des dernières générations. Et en Tunisie aussi, encore. Donc c'est grave. Des fois, vous rentrez dans les vestiaires, vous demandez si vous êtes en Ligue 1 ou en Ligue 8. Hein. Donc c'est grave. Hein. Donc, voilà. Maintenant, le problème de formation est un grand problème. Hein. Même en Afrique du Sud. Il y a des clubs comme Kaizer Chiefs, Platinum Star, Ajax, Cape Town, Orlando Pirates, ils ont des infrastructures top, 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 même pour les jeunes. Mais quels entraîneurs sont responsables des jeunes? C'est là que le bas blesse pour moi. Les gens pensent toujours qu'il faut prendre des entraîneurs super diplômés pour l'équipe. Ah oui, bien sûr. Mais il faut prendre des entraîneurs diplômés pour les équipes de jeunes. Hein, parce que si la base est mauvaise, quand ils arrivent à la pyramide, c'est difficile. Hein, au sommet de la pyramide, c'est très difficile. Hein, c'est très difficile. C'est pour ça que, par exemple, en Afrique du Sud, les joueurs deviennent mûrs, on va dire, aux alentours de 25-26 ans seulement. Hein. C'est tard. Si vous comparez par rapport à la France, par rapport à l'Angleterre, par rapport à la Belgique, hein, c'est très tard. Hein, très, très tard. Il y a une grosse perte de temps. Parce qu'on ne va pas prendre. Déjà en première ligue ici, tous les entraîneurs n'ont pas le diplôme. Donc, c'est déjà grave. Mais je crois que le nouveau président de la CAF a obligé très, très, très prochainement à ce que les gens aient leur diplôme, ce qui est une très bonne chose. Puis vous savez qu'avec le diplôme CAF-A, ça ne vaut rien en France, ça ne vaut rien en Belgique. Hein. Ce qui est valable, d'ailleurs, vous savez que la Belgique et la France ont les mêmes cours que l'Espagne, que le Portugal, que l'Allemagne, que l'Angleterre, que l'Italie. Voilà, que tous ces pays-là, la France, la Hollande aussi, donc, et que la licence pro est la même. Donc, mais en dehors de ça, en dehors de ces pays-là, c'est très différent. Hein. En Espagne, si vous ne faites pas la licence à la fédération, vous pouvez la faire dans une école privée, ça n'existe pas. Alors, je ne dis pas qu'en Croatie, qu'en Serbie et qu'en Roumanie, vous pouvez acheter votre diplôme comme ça, facilement. Donc voilà, maintenant, moi je pense que pour revenir au centre de formation, que là-bas, c'est très important d'avoir des coachs qualifiés, soit des jeunes coachs, soit des coachs beaucoup plus âgés qui n'ont plus envie de faire face à la pression et qui n'ont pas envie de prendre de risques d'être virés après 4-5 matchs en cas de mauvais résultats. Mais ils ont pour apprendre toute leur expérience, c'est très, très, très important. Donc, pour moi, la base doit être très, très bien entraînée. Bon. Et juste pour conclure, j'aimerais votre avis sur le Paris Saint-Germain, sur le recrutement qui a été fait cet été, sur tout ce qui a été fait au Paris Saint-Germain cette saison. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que cette saison, on a eu chance de gagner la Ligue des Champions ou pas? Oui. Paris survole le championnat français, c'est normal avec les joueurs qu'ils ont. Quand tu vois que l'arrière droit, tu peux mettre Meunier, tu peux mettre Dani Alves, ça veut tout dire. Je passe Neymar et tous les autres, bien sûr, Cavani, blablabla et tout le reste, Verratti et tous les autres. Donc voilà. Ils ont bâti une équipe pour essayer d'aller en finale de Ligue des Champions. Hein. Mais bien sûr, à partir des quarts de finale, tout devient très très serré. Il y a aussi une question de tirage au sort, de voir contre qui ils jouent. Hein. Donc voilà, l'année dernière, tout le monde croyait que c'était fini après le 4-0 à Paris et ils ont battu à Barcelone dans les conditions qu'on connaît et tout le monde peut y mettre son propre avis sur la qualification de Barcelone, mais bon, c'est Barcelone. Donc voilà, maintenant si PSG jouait à Madrid, c'est peut-être encore un niveau un peu plus haut, quoi. Tout dépend bien sûr si le Real Madrid réussit à performer comme ils peuvent le faire parfois en championnat ou s'ils sont nuls comme ils peuvent le faire parfois en championnat. Mais sinon, le recrutement est bon. Il y a des joueurs de top qualité, bien sûr, au PSG qui sont beaucoup trop qualifiés pour le championnat français. Enfin, pour avoir, je ne veux pas dire ça, mais je veux dire qu'ils sont largement au-dessus du niveau du championnat français. C'est pour ça qu'il y a la différence de points. Même s'il y a eu une défaite contre Lyon, voilà, il ne faut pas être battu très souvent, le PSG, je crois, cette année. Hein, donc, maintenant, ça risque un peu aussi de jouer contre eux, hein, justement pour la Ligue des Champions. Parce que la Ligue n'est pas très équilibrée actuellement hein, avec le niveau du PSG. Si tu mets le PSG... tu vois, Barcelone, il se bat quand même contre le Real Madrid, il se bat quand même contre
Atlético, etc. Donc, oui, hein, c'est serré. Ouais, quoi, il y a deux clubs. Non, mais vous venez de me citer deux clubs. C'est pas. Moi, personnellement, je suis pas partisan de cette idée de dire que la Ligue 1 c'est trop faible. Oui, c'est faible, c'est pas exceptionnel, c'est pas la première ligue, mais enfin voilà, c'est pas je non ne plus. Je ne dis pas que la première ligue française est faible. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le PSG est trop fort pour la Ligue 1 française. C'est ce que je veux dire. Je ne dis pas que la Ligue 1 est faible. Mais justement, si le PSG est trop fort pour la Ligue 1 française, il y a un manque de réelle compétition, on est d'accord, pour le PSG. C'est ce que je veux dire, simplement. Et ça peut être une arme à double tranchant. Ça peut être bien parce que avant de jouer en Ligue des Champions, ils n'ont peut-être pas à affronter une équipe du niveau de Barcelone. Et puis, mais d'un autre côté, donc ils seraient moins fatigués, mais d'un autre côté, ben voilà quoi. Plus tu joues des matchs de haut niveau, plus tu as envie de te surpasser et plus ton niveau devient meilleur aussi, je pense. Je veux dire, non, je ne critique pas du tout le niveau de la Ligue 1 française qui est supérieur au niveau de la Ligue 1 belge, bien entendu, qui est en dessous du niveau de la première ligue anglaise, oui, mais qui est certainement au niveau de la première division hollandaise est inférieure à la Ligue 1 française, je pense. Et voilà, maintenant, la Ligue 1 française, ce n'est pas non plus le championnat italien, ce n'est pas le championnat espagnol. Donc voilà, maintenant, là, vous situez, ce n'est pas non plus la Bundesliga, donc c'est pas tout à fait le même type de football non plus. Mais bon, ouais, le PSG, comme tu m'as dit, pour moi, a battu une équipe pour jouer pour aller en finale de Ligue des Champions. Déjà, aller en finale, c'est une chose, la gagner, c'est autre chose. Il faut déjà arriver en finale, hein, parce que bon, voilà. C'est vrai. En tout cas, Luc Eval, merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir une seconde fois. Et merci en tout cas. Merci. Je sais quand vous a un peu dérangé quand même, on est en train d'enregistrer le 31, donc le jour de la fin du mercato. Et donc, d'après ce que vous m'avez dit, il y a du mouvement. Ça se passe comment les derniers jours Là, on avait déjà signé avant un joueur congolais, international comme numéro 10. Et puis là, on a fait un ailier belge qui jouait en division 2 en Belgique et division 3 qui joue en division 3, division 2 belge, mais qui est un ailier mais qui peut jouer aussi deuxième attaquant. Donc voilà, on a signé un deuxième gardien qui était à Mamelodi Sundowns et j'espérais faire libérer un de mes attaquants étrangers. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour faire venir un autre attaquant franco-ivoirien qui joue en Finlande. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, je n'ai plus de place. Vous savez qu'on a un droit qu'il n'y a que 5 étrangers. Donc, voilà. Je n'ai pas de place pour faire un étranger supplémentaire et je n'arrive pas à faire. J'ai contacté 3 attaquants sud-africains ici, numéro 9. Hein, et malheureusement, les clubs refusaient de les libérer. Donc, voilà. Je suis directeur sportif, mais bon, c'est moi qui fais le contact avec le président en général. Hein. Je vois. Donc, pour ça, je suis bien tombé. Vraiment, je suis bien tombé. Bon, maintenant, peut-être que dans les dernières heures, on va avoir encore une surprise. Mais actuellement, en tout cas, pas au poste numéro 9, malheureusement. C'est notre problème actuel. On ne marque pas assez de buts vu le nombre d'occasions qu'on se crée. Et l'objectif du club, c'est de finir dans le top 5 On ne m'a jamais demandé aucun objectif. On ne m'a donné aucun mandat quand je suis arrivé. Comme je t'ai dit, l'équipe était avant-dernière. Quand je suis arrivé, était dernière après 2 matchs. Moi, j'ai dit, je me suis mis la pression un peu moi-même, si on peut parler de pression. J'ai dit, je vais amener César dans le top 8, comme j'ai fait avec Polokwane City l'année dernière. Il y en a beaucoup qui ont rigolé. Ils ont moins rigolé quand on était, il y a 2 semaines, numéro 2. Donc voilà, depuis on a perdu un match et on a fait un match nul. Donc on est de la 5e place, mais on n'est qu'à 2 points de la 2e place. Donc non, si j'arrive à mettre Fris et ça dans le top 8, c'est magnifique déjà. Puisque l'année dernière, il faut savoir que le club s'est sauvé le dernier match en différence de but. Et que les 3 dernières années, ils ont joué pour ne pas descendre. Donc voilà. Et si on peut faire mieux que le top 8, bah, tant mieux. Et si Dieu nous aide beaucoup et qu'on peut arriver à obtenir à mettre l'équipe pour une place qualificative pour la Coupe d'Afrique, c'est splendide. Si on peut être dans les 3 premiers, on ne saurait pas. Mais 2e, 3e, c'est un petit miracle. Hein, ce serait magnifique. Quoi. Mais on ne sait jamais. En tout cas, on est ambitieux dans la vie. Donc voilà.
Voilà. En tout cas, nous, on vous souhaite le meilleur et puis on espère que vous terminerez le plus haut possible. En tout cas, merci une nouvelle fois à vous d'être passé avec nous. Et puis je vous dis peut-être à bientôt et à une prochaine fois. Bientôt et encore merci d'avoir pensé à moi et je salue tous vos auditeurs. Merci à vous.